que les patients puissent en profiter. Donc, il faut les dépister pour qu'elles puissent ou ils puissent en profiter. Je vous remercie de votre attention. À toi, Jean-Luc, maintenant, les rectopexie et l'incontinence, est-ce que ça les améliore? La chirurgie améliore-t-elle l'incontinence? Oui, ça a l'air de marcher, oui. Chers toutes et tous, je suis honoré d'être ici. C'est la quatrième fois que je viens parler devant l'Académie déjà. Mais je crois que vous avez déménagé. Autrefois, ça va être de l'autre côté de la rue, ou je me trompe. Oui. C'est ça. Donc, je vais répondre à la question que m'a été posée par Béatrice. La cure d'un prolapsus extérioris du rectum traite-t-elle l'incontinence anale? Alors, je vais essayer de couper le son. Donc, l'incontinence anale, il y a essentiellement 4 grandes causes. Émilie l'a un peu ébauché. C'est un syndrome diarrhéique, tout d'abord, qu'il faut éliminer, parce que là, c'est bien sûr pas chirurgical du tout. Il y a plusieurs exemples. La rupture sphinctérienne, dont vous a parlé Aurélien. Les causes neurologiques, dont vient de vous parler Émilie. Et puis, il y a une petite niche d'incontinence anale qui est due au prolapsus extériorisé. Puis, bien sûr, il y a des causes multifactorielles. Je prends par exemple l'exemple du cancer du rectum qui a été irradié, chimiothérapie avec des drogues parfois neurotoxiques, qui ont plus une chirurgie avec éventuellement la résection intersphinctérienne, qu'elle soit totale ou partielle. Donc là, on cumule un peu les 4 causes citées au-dessus. Alors, dans l'algorithme décisionnel, vous voyez, je l'ai entouré en bleu, c'est ce prolapsus extérieur du rectum. Il faut le faire, le diagnostic, parce que la chirurgie peut rendre service, comme je vais vous le démontrer, ou moi vous le montrer. Alors, dans cette revue que j'avais faite pour la presse médicale il y a 2 ans, j'avais noté en rouge dans toutes les causes possibles ce qu'il fallait rechercher chez le sujet très âgé. Et vous voyez que le prolapsus extérieur du rectum, il faut le rechercher. Et, à Grenoble, je les examine d'abord debout, les cuisses entrouvertes, puis après accroupis sur un bassin ou sur une chaise percée en mettant un bassin dessous. Enfin, c'est un petit peu difficile, notamment chez des gens qui ont beaucoup d'arthrose. Mais voilà ce qu'on obtient lors des poussées, comme vous l'avez entendu tout à l'heure. On voit s'extérioriser le prolapsus du rectum avec, il y a un intrus dans les 6 photos pour vous dire que ça touche à peu près 10% des hommes. Alors, pourquoi le prolapsus du rectum va aboutir à une incontinence anale? Il y a plusieurs raisons à mon sens, mais également montrées pour certaines d'entre elles dans la littérature. Il y a tout d'abord une hypotonie anale de repos, et d'ailleurs, on ne sait pas si c'est cette hypotonie qui crée le prolapsus, ou qui est une des 5 anomalies anatomiques qui le favorise, ou si c'est la conséquence de l'extériorisation, en quelque sorte, comme si le rectum, avec sa double épaisseur qui s'extériorise, forçait le canal anal. En tout cas, ça explique ce qu'on appelle l'hydrocèle. Vous avez une image qu'on avait publiée dans JAMA Surgery en 2014, qui était l'extériorisation d'un prolapsus. Mais dans ce prolapsus du rectum, vous avez le péritoine qui contient du grêle, et le grêle lui-même est en occlusion sur l'anus bien serré. Après, je vous montrerai une petite vidéo technique qui vous montre un peu ce que c'est que cette hydrocèle. En tout cas, cette hypotonie de repos, ça se traduit cliniquement quand on examine par une touche rectale. Et puis en manométrie, je vous ai montré ici une manométrie anorectale en 3D et au repos. Vous voyez, tout est bleu. Normalement, quand c'est rouge, ça se contracte bien. Là, au repos, c'est franchement bleu foncé. Il y a probablement un étirement des structures nerveuses, parce que le rectum s'extériorisant sur 15-20 cm, comme vous l'avez sur la petite photo, on conçoit bien que l'innervation du rectum et de l'anus sont un peu étirées. Il y a également très souvent une faiblesse de la musculature périnéale, ce qui vous explique que certaines anorexiques mentales vont développer assez tôt un prolapsus extérieur du rectum par amyotrophie très rapide. On a également l'inflammation rectale qui produit du mucus, et ce mucus peut faciliter les fuites de sel, c'est une sorte de lubrifiant. Et puis enfin, bien sûr, il y a, comme le disait Béatrice tout à l'heure, un vieillissement de la population, et donc on va en voir un peu plus souvent chez les patients assez âgés, notamment parce que tous les tissus de cette région périnéale et pelvienne ont vieilli également. Alors voilà le petit bout de film, je pense qu'il part d'emblée. Oui, eh bien. Donc voilà le cas d'une patiente de 62 ans qui est médecin de son état et puis qui présentait une hydrocèle. Donc je lui ai fait signer un papier, bien sûr, pour faire cet article qui est paru dans 19 Colorectum. Ici, vous avez l'anus béant. C'est l'anus béant avec le rectum que vous voyez sortir ici. Donc l'utérus, le vagin. Ici, l'anus béant, le périnée large.
avec même une rétraction latérale des muscles élévateurs. Et puis, vous avez dans la petite cartouche en haut à gauche, j'ai filmé avec un téléphone. Et vous voyez que quand on appuie avec la pince fenêtrée, ça même fait peur quand on revoit ça a posteriori. On a l'impression qu'on va traverser le rectum. Ça vous explique d'ailleurs que ces hydrocèles peuvent se rompre. C'est exceptionnel, mais on est en train de publier un cas. Et puis, ça peut s'étrangler. Regardez, je demande à l'anesthésiste de supprimer la manœuvre de Trendelenburg. Et donc, le grêle redescend, là en position couchée, bien sûr. Donc, je l'aide. Et vous voyez l'intestin grêle qui passe à travers l'anus, dans un sac de péritoine. Et ça va remplir, en haut à gauche, la paroi antérieure du rectum. Ça vous explique pourquoi ça peut s'étrangler et pourquoi ça peut se rompre. Alors, toujours pour cette rectopexie, donc là, c'était un peu démonstratif, c'était le but de cet article didactique. Et donc, on va réduire le prolapsus, tout contrôle par en bas, que ça se fait bien. Vous voyez qu'il faut tirer assez fort sur le prolapsus, et même en réduisant le cul-de-sac, vous voyez que le rectum dépasse encore un petit peu. Donc, il faudra tendre nos bandelettes finalement assez fortes. On me pose souvent la question, comment tu tends ta bandelette? Est-ce que tu serres très fort? Est-ce que tu tends très fort? Et je crois qu'il faut vraiment les tendre fort. Et regardez là, on reproduit le prolapsus. Alors, la patiente, heureusement, était d'accord pour qu'on joue à ça, mais c'est vrai que ça rallonge l'opération de 10 minutes d'avoir fait ce petit bout de film. Une fois qu'on a fait la douglasectomie, donc on enlève le cul-de-sac de Douglas qui revêt toute la face postérieure du vagin et toute la face entière du rectum. Dans ces cas-là, le rectum est totalement intrapéritonéal. Eh bien, on va y placer une première bandelette. Alors là, c'est l'ancienne technique de Horloig. Hein. Il faut rendre hommage à M. Jean Loig qui avait décrit la technique. D'ailleurs, c'était de ma maison mère à Saint-Antoine. Il a publié les 254 premiers cas en 1984 déjà. Alors, c'était par la parotomie, c'était de la chirurgie un peu plus agressive. Maintenant, on fait un peu de progrès dans le mini-invasif. Et donc, vous voyez, on met plus de points, on met carrément des agrafeuses. Et ça, depuis au moins 15 ans, je mets des petites agrafes qui sont presque moins dangereuses que les fils, parce que les fils, on ne contrôle pas la profondeur. Il ne faut surtout pas traverser la muqueuse. Mais avec ces agrafes qui rentrent que de 3,4 mm, on est sûr de ne pas traverser la musculeuse. Et donc, la muqueuse. Et vous voyez même qu'avec l'agrafeuse, je n'hésite pas à appuyer sur le rectum pour que ça rentre bien. Et ça ne prend que la bandelette de polyester. Donc, on met, comme autrefois m'avait appris Roland Park chez Jean Loig, on mettait 5 points de suture sur chaque bandelette. Ben là, maintenant, on met 5 agrafes. Vous avez vu, on met 2 minutes à mettre 5 agrafes. Ensuite, on va tirer assez fortement. Vous allez voir ici, je reprends l'appareil photo et je demande à mon aide de filmer la réduction du prolapsus. Il faut être certain, bien sûr, une des causes de récidive, c'est quand on ne tire pas assez fort et qu'il reste un petit centimètre qui dépasse au lieu de 15. Ça n'est pas suffisant. Il faut vraiment tout réduire pour ramener le rectum au-dessus de l'anus. Et puis là encore, pas de point de suture. On peut mettre des taqueurs dans le ligament prévertébral. Là, ce n'est pas dans l'os. Il y a des patients qui nous disent « opéré, j'ai mal dans le dos, on m'avait dit qu'on se fixait sur le sacrum ». Alors je dis non, maintenant on se fixe sur le ligament prévertébral. C'est comme ça qu'il s'appelle. Et puis on sectionne le surplus de bandelette parce que c'est quand même du corps étranger. D'ailleurs, qui va créer une inflammation dans la cloison recto-vaginale qu'on va refermer, comme vous le verrez. Je pense que ça, la douglasectomie, comme la mise en place de ce tissu étranger, participe probablement au fait que ça va faire des accolements entre le vagin et le rectum et minimiser le risque de récidive. Et puis ensuite, on péritonise, déjà pour créer un cul-de-sac de Douglas à la bonne hauteur, donc au regard du col de l'utérus chez la femme. Et puis pour sous-péritoniser les bandelettes, parce qu'une des craintes, c'est que ça s'ouvre et que le grêle vienne se trapper entre les bandelettes pour créer une occlusion. Ça a été décrit. Alors, pour cette présentation, j'ai repris notre série à Grenoble. On a opéré 710 patients à qui on a fait une rectopexie. On exclut 109 patients parce que cette indication de rectopexie au promontoire par célio, au mieux ambulatoire, on peut la faire également pour une autre pathologie que je vous ai mis en photo ici, là qui est vraiment bien parlante. C'est ce qu'on appelle l'antérocèle. On dit que c'est une rectocèle, donc c'est du côté du vagin que ça se passe. Et chez patientes-là, on a plutôt volontiers, non pas une incontinence anale, mais une dyschésie, un anus trop serré. Et c'est d'ailleurs les poussées répétées qui font sortir les organes du côté du vagin. Mais en ce qui nous concerne, nous, on fait surtout la rectopexie pour le prolapsus extériorisé. Vous voyez, 601 patients opérés pour prolapsus extériorisé, d'une moyenne d'âge de 61 ans. Comme le disait Béatrice, on a des patients de 15 ans, et encore, elle en avait 13 quand je l'ai vue, mais j'ai attendu qu'elle soit un peu plus grande pour lui mettre des bandelettes qui ne peuvent pas s'allonger avec la jeune fille qui pousse. Donc, ça va de 15 à 99 ans. Il y a vraiment tout le panel
des âges, et puis toujours le 10% d'hommes à peu près. Dans toutes les séries, on retrouve ça dès qu'elles sont un peu conséquentes. Alors pour aujourd'hui, je vous ai sélectionné 20 patients opérés en 2023, en me disant comme ça, on n'aura pas de perte de vue, pas de décès, puis on voit ce que ça donne à 2 ans. Et on les a tous interrogés, réexaminés. On a bien sûr regardé un peu la morbidité. Puis je leur ai remis ce score qu'on appelle le score de Wexner, un Américain, Georges Wexner, qui est très utile. Il y a un autre score de la... Quelqu'un parlait tout à l'heure du Centre Marx Hospital. Il y a Caroline Vézet qui travaille au Centre Marx Hospital et elle a décrit un qui est sûrement un peu plus précis, son score, mais plus compliqué. Celui-là, il se fait de tête, le score de Wexner. Vous voyez qu'on met un item de incontinence au sel solide, incontinence de sel liquide, incontinence au gaz, port d'une protection, et enfin, retentissement sur la vie quotidienne. Ça traduit un peu la qualité de vie que cette incontinence entraîne aux gens. Et puis, on attribue un chiffre entre 0 et 4. Donc, vous voyez que c'est un score qui va de 0, continence normale, à 20, incontinence à tout ce qui est possible, avec une très grande altération de la qualité de vie. Alors, les résultats chez ces 20 patients que j'ai préparés pour aujourd'hui, 70% ont été opérés en ambulatoire. Certains viennent de loin. Il y a notamment un des 20 qui vient de Paris, à 31 ans, donc il m'était adressé de Paris, et celui-là, il est arrivé la veille, et puis il repartira le lendemain en TGV. Il n'y a pas eu de complications post-opératoires sur ces 20 patients, pas de récidive avec un recul de 21 mois, et je vous ai montré 2 autres séries qu'on avait publiées. Déjà la première en 2012, avec un recul de 75 mois, où on avait 3%, et puis celle qu'on a publiée ce mois-ci, où on a 7,5% à plus de 12 ans de recul. Donc vous voyez que c'est une technique non seulement qui est efficace sur le coup, mais qui va durer dans le temps. Parce que là, il y a des patients qui ont été opérés en 95. Alors, si on prend maintenant ces résultats patient par patient, parce que ça, c'est peut-être un peu plus parlant, c'est bien beau de faire des moyennes et des séries. Le plus intéressant, c'est peut-être de regarder ce score pour chaque patient. Donc, vous avez les 20 ici présents, F pour femme et M pour mâle. Donc, il y en avait 3 hommes. Et puis, vous avez en bleu le score préopératoire et en vert le score post-opératoire. Et donc, on a une moyenne de 21 mois, puisqu'il n'y a pas de perdu de vue ni de décès. Et puis, ils ont tous accepté de répondre bien volontiers à ce questionnaire. Et vous voyez que la moyenne était de 14, et puis en post-opératoire, on tombe à 4. Pour information, ce score de Wexner, on considère que l'incontinence est sévère au-dessus de 13 sur 20, et on considère qu'elle n'est pratiquement pas significative en dessous de 5. Donc là, ils sont à 4, c'est plutôt un bon résultat. Alors, dans la littérature, qu'est-ce qui est dit? J'étais très séduit par cet article de Samara Nayake. Comme son nom ne l'indique pas, il est de Nouvelle-Zélande, et c'est un groupe de Nouvelle-Zélande et d'Australie. Et c'était intéressant quand vous voyez le titre. On se dit, on va avoir la réponse enfin sur tout ce que donne sur le plan fonctionnel la rectopexie, que les Bruxellois appellent ventrale. Moi, je l'avais appelé antérieure parce que je trouvais que le mot ventre, ce n'était pas très chirurgical. Mais c'est André Dor, qui est un meilleur communicant que moi, qui l'a emporté. Donc, sur le plan mondial, on parle de ventrale rectopexie, pas de rectopexie antérieure. Et depuis cette date, il n'y a pas eu beaucoup de choses sur les résultats fonctionnels. Nous-mêmes, on a commis 2 articles que je vous ai déjà cités. Alors, ce tableau peut faire un peu ardu, peut vous faire peur. N'essayez pas de le déchiffrer. Simplement, quand vous avez pour la constipation et pour l'incontinence, regardez uniquement les colonnes incontinence, et vous avez le taux. Alors, c'est la fréquence par article du taux d'incontinence, la fréquence d'incontinence anale avant l'intervention et après l'intervention. Alors, bien sûr, ces patients ne sont pas étudiés avec les mêmes scores. Dedans, vous avez un prolapsus extériorisé, mais de temps en temps, c'est des prolapsus recto internes. Et là encore, comme la rectocèle et l'entérocèle, c'est parfois pas la même pathologie. Du coup, ça fausse un peu les résultats. Et puis, vous voyez apparaître ici la série de Jean Loy qui date de 84. Il avait publié 254 patients en remontant dans les années 50. Donc, la technique n'était pas la même. Il y a eu l'évolution de la laparoscopie, de la célioscopie. Le fait que certaines séries sont doubles, là, parce que Marceau-Édouard, c'est également Saint-Antoine, et ceux de Douard sont inclus dans la série de Marceau. Bref, il y avait des biais à cette belle revue de la littérature qui faisait envie. Et du coup, de nous-mêmes, en disant, certes, il a montré qu'en remontant dans le temps, on avait une amélioration de la dyschésie, mais surtout en ce qui nous concerne aujourd'hui, amélioration de l'incontinence. Je me suis dit que nous allions faire la même chose en 2015, mais cette fois-ci en prenant les vraies rectopexies. Alors, je les appelle antérieures, mais ventrales, retenez ventrale, comme l'a décrite André Dor. Donc, on fait cette rectopexie par voie celluloscopique ou robotique,
Pour le prolapsus extériorisé du rectum, donc j'ai voulu m'affranchir du prolapsus rectal interne et de l'entérocèle. Et puis là, on a regardé les résultats techniques et fonctionnels. Alors, je ne vous présente que le résultat fonctionnel qui nous intéresse aujourd'hui. Et vous voyez qu'en gros, quand vous avez 172%, 187%, 182, 184, c'est des améliorations de l'incontinence. Et il n'y a pas d'aggravation, sauf pour un auteur, c'est l'antépénultième, où là, vous avez 3 mois de recul. Donc, je considère toujours que pour juger le résultat fonctionnel, quand on a fait une rectopexie, c'est une chirurgie fonctionnelle, il faut donner au moins 6 mois. Donc, à 3 mois, peut-être que s'il avait fait son étude pas à 3 mois, ça fait un peu juste, mais à 1 an, peut-être qu'il n'aurait pas eu d'aggravation de l'incontinence. Et puis, dernier article que j'ai sélectionné, c'est le nôtre, qui est sorti le mois dernier. Et vous voyez que pour voir ces patients, donc il y avait 175 patients, on avait repris en fait, j'avais eu l'idée de reprendre l'article qu'on avait publié en 2012, où il y avait des patients inclus de 95 à 2010, et il y en avait 175 consécutifs, pour toujours prolapsus extériorisé du rectum. Et puis bien sûr, certains étaient décédés, d'autres perdus de vue, c'est un peu triste d'en avoir 42 qu'on n'a pas réussi à retrouver, même en passant par les généralistes. Et puis ça nous a laissé 62 patients pour l'analyse. Et vous voyez, quand on regardait le score de Wexner, à plus de 12 ans de recul, l'incontinence fécale moyenne était à 4. Donc, c'est ce qu'on avait également à 2 ans. Vous voyez que c'est assez pérenne comme résultat fonctionnel. Donc, en conclusion, l'évolution stratégique de la prise en charge du patient présentant une incontinence sur prolapsus extériorisé, c'est la généralisation de la rectopexie. Cocorico, je vous rappelle que c'est Jean Leuil qui avait travaillé ça avec Orr, qui était l'anglais, et puis Jean Leuil. Donc, c'est pour ça que dans les revues de la littérature, et notamment l'article de Samara Nayake, vous aviez 6 centres français, 6 articles français sur les 12, et 2 belges d'ailleurs. Voilà, et donc les progrès techniques également permettent l'amélioration fonctionnelle avec maintenant la robotique, la celloscopie et la robotique, avec la chirurgie ambulatoire. On est très peu à disséquer le rectum, donc il n'y a pas de dénervation. Ça participe probablement à conserver des bons résultats fonctionnels. Et ce qui nous avait permis de commettre cet article aussi, pour dire, mais c'était sur sollicitation dans un éditorial, que quand on a la chose que vous avez en bas à gauche, il vaut mieux faire la chose en bas à droite. C'est une rectopexie par célioscopie plutôt que les gestes par voie basse qui ne font plus guère chez nous. On doit faire 5% des prolapsus extérieurs du rectum par voie basse dans des cas très, très, très particuliers. Je n'aborderai pas ici. Je vous remercie beaucoup pour votre expérience.